Alors, comment une IA fait-elle pour prendre la meilleure décision possible quand elle navigue à l'aveugle ou presque? C'est vraiment une des questions centrales en intelligence artificielle. Dans cette analyse, on va justement plonger dans les outils, les cadres formels qui permettent à une machine de faire des choix optimaux, même quand tout est flou, quand le monde est plein d'incertitudes. Pour bien comprendre, on va faire un petit saut dans le temps. Imaginez la scène, 1492. Christophe Colomb est face à un pari, mais un pari monumental. Naviguer vers l'ouest, c'était se lancer dans l'inconnu le plus total. Les conséquences, elles pouvaient être soit extraordinaires, soit catastrophiques. C'est vraiment l'exemple parfait d'un problème de décision dans l'incertitude. Alors, si on décortique un peu ce dilemme, ce tableau, il nous montre en fait les 3 ingrédients de base de n'importe quelle décision. D'un côté, il y a les actions, ce qu'on peut faire. Ici, c'est simple, naviguer ou ne pas naviguer. Ensuite, il y a les états du monde. Ça, ce sont les scénarios possibles, les réalités sur lesquelles on n'a aucune prise. Et enfin, bien sûr, les résultats. Qu'est-ce qui se passe pour chaque action dans chaque scénario possible? Voilà le programme. On va partir des origines, des pionniers de la rationalité, puis on va se pencher sur les maths derrière tout ça. Ensuite, on verra comment les agents apprennent dans ce brouillard, et on terminera avec les applications d'aujourd'hui et les défis qui restent à relever. On commence donc avec les pionniers de la rationalité. Et pour ça, il faut remonter bien avant l'invention des ordinateurs. L'idée de mettre la prise de décision en équation, elle ne vient pas de l'informatique, mais de problèmes très concrets, comme comment gagner au jeu de hasard. C'est de là qu'est née toute une théorie mathématique de la rationalité. Et quand on regarde cette chronologie, la progression est vraiment fascinante. Tout part d'un échange de lettres entre Pascal et Fermat en 1654, pour un simple problème de jeu. Quelques années plus tard, on a cette idée de maximiser une valeur attendue. Puis, au XVIIIe siècle, Daniel Bernoulli vient tout affiner avec son concept d'utilité, l'idée que la valeur d'un gain n'est pas la même pour tout le monde. Et le point d'orgue, c'est en 1947 avec von Neumann et Morgenstern qui vont formaliser tout ça et poser les bases de la théorie qu'on utilise encore en IA aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à une idée absolument centrale, la théorie de l'utilité. Ce que dit le théorème de von Neumann-Morgenstern, en gros, c'est que si un agent prend des décisions de manière cohérente et rationnelle, alors on peut décrire ses choix comme s'il cherchait à maximiser un score, un chiffre. Ce chiffre, c'est son utilité. C'est une idée super puissante parce que c'est ce qui nous permet de traduire des préférences en maths et donc de modéliser des agents intelligents. Bon, d'accord. Un agent rationnel cherche à maximiser son utilité. Mais comment il fait ça concrètement, quand il doit prendre toute une série de décisions les unes après les autres? Et surtout, comment il fait quand il ne sait pas exactement ce qui se passe autour de lui? Eh bien, c'est là qu'intervient un outil mathématique fondamental, le POMDP, ou processus de décision de Markov partiellement observable. Et cette citation, elle est géniale pour comprendre l'idée. C'est l'analogie de l'étang de Nénuphar dans le brouillard. Dans un monde simple, un processus de décision de Markov classique, ou MDP, il n'y a pas de brouillard. La grenouille sait parfaitement sur quel nénuphar elle se trouve. Mais avec un POMDP, c'est tout le contraire. Le brouillard tombe, la grenouille n'est plus sûre de sa position, elle doit deviner, déduire où elle est à partir des quelques indices qu'elle perçoit. Donc pour le dire plus formellement, un POMDP, c'est en fait une version plus complexe, plus réaliste d'un MDP. La grande différence, c'est cette fameuse couche d'incertitude sur l'état du monde. L'agent ne se dit pas « je suis dans l'état A », non. Il se dit « il y a 70% de chances que je sois dans l'état A, 20% dans l'état B et 10% dans l'état C ». Il ne manipule plus des certitudes, mais ce qu'on appelle une croyance, qui est une distribution de probabilités sur tous les états possibles. Alors, on ne va pas se noyer dans les équations, mais l'idée à retenir, c'est que ce modèle est composé de plusieurs briques. Des états du monde qui sont cachés, les actions que l'agent peut faire, les observations qu'il reçoit qui sont ses seuls indices, et bien sûr, tout un jeu de probabilités qui gouverne les transitions entre états et la probabilité de recevoir telle ou telle observation. Ce schéma montre bien comment tout ça s'organise. Le grand cercle, c'est l'univers de tous les problèmes de décision séquentielle. Si on ajoute une hypothèse forte, la propriété de Markov, l'idée que le futur ne dépend que du présent, on arrive au monde des MDP. Et les MDP, c'est juste un cas particulier des POMDP, le cas où le brouillard se lève et où tout devient parfaitement visible. Ok, on a le cadre, mais concrètement, comment l'agent s'y prend pour naviguer dans ce fameux brouillard? La clé, c'est un mécanisme central, une sorte de moteur, la boucle de mise à jour des croyances. Ce schéma illustre parfaitement ce cycle. Tout commence avec la croyance de l'agent, sa vision probabiliste du monde. À partir de là, il choisit une action. Cette action a un effet sur le monde, qui change d'état. Et en retour, l'agent reçoit une observation, un nouvel indice. Et c'est là que la magie opère. Il utilise cette observation pour mettre à jour sa croyance. Et la boucle est bouclée, il est prêt pour le tour suivant.
C'est vraiment une boucle d'apprentissage super élégante. L'agent ne sait jamais avec certitude, mais il devient de moins en moins incertain à chaque pas. Et l'outil mathématique qui permet ça, le cœur du réacteur, c'est la règle de Bayes. C'est elle qui permet de faire le calcul. Voilà ce que je croyais avant, voilà la nouvelle preuve que je viens de voir, donc voilà ce que je crois maintenant. C'est ce qui permet de fusionner l'ancienne croyance et la nouvelle observation pour en créer une nouvelle, plus juste. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose aujourd'hui? La réponse est un grand oui. Voyons maintenant comment ces idées, qui ont parfois plus de 70 ans, se retrouvent au cœur des systèmes d'IA les plus modernes. Et ce n'est pas juste de la théorie pour chercheurs, loin de là. Aujourd'hui, on peut utiliser des librairies Python, comme POMDPPy, pour modéliser ces problèmes, ou Bootorch et Pyro pour faire de l'optimisation ou de la modélisation probabiliste. Ça s'applique partout, en robotique pour un robot qui doit se localiser, ou même pour optimiser les hyperparamètres d'un autre modèle de machine learning. Prenons un exemple super actuel, les grands modèles de langage, les LLM. D'habitude, un LLM y donne une seule réponse, la plus probable selon lui. Le problème, c'est qu'il peut être très sûr de lui, même quand il se trompe complètement. Eh bien, une approche comme la prédiction conforme change la donne. Au lieu d'une seule réponse, elle va donner un ensemble de réponses possibles. Et elle vient avec une garantie. Je suis sûr à 95% que la bonne réponse est dans cette liste. C'est une manière beaucoup plus honnête et formelle de gérer l'incertitude. Évidemment, tout l'enjeu de cette méthode, c'est de trouver le bon compromis. Idéalement, on veut que l'ensemble de réponses soit le plus petit possible. Si le modèle répond « la capitale de la France est soit Paris, soit Berlin, soit Rome, soit Madrid », ce n'est pas très utile. L'objectif est donc de générer l'ensemble le plus resserré possible tout en respectant cette promesse de probabilité. C'est un arbitrage constant entre l'utilité de la réponse et la garantie de confiance. Maintenant qu'on a vu la théorie et quelques applications, il faut aussi être lucide sur les limites. Pour finir, parlons un peu des défis et des questions qui restent ouvertes dans ce domaine. Parce que oui, la route est encore longue. Sur le papier, les PMDP sont géniaux. En pratique, c'est une autre histoire. D'abord, la complexité de calcul. Résoudre un PMDP de manière exacte explose très très vite avec la taille du problème. Ensuite, ces modèles ont besoin d'une carte du monde précise pour fonctionner et souvent on ne l'a pas. Il y a aussi le défi de définir l'utilité. Comment dire à une machine ce qui est vraiment bien dans une situation complexe. Et enfin, le problème des a priori. Pour commencer à raisonner, l'agent a besoin d'une croyance initiale et le choix de cet a priori peut beaucoup influencer la suite. Heureusement, la recherche ne s'arrête pas là et le domaine bouge à une vitesse folle. Il y a des architectures radicalement nouvelles qui apparaissent, comme les Decision Transformers. Et là, le changement de paradigme est total. Au lieu de voir la décision comme un problème d'optimisation, on la voit comme un problème de génération de séquences. En clair, on demande au modèle de prédire la suite de l'histoire qui mène à une récompense élevée. C'est exactement ce que fait un LLM avec du texte. L'avantage énorme, c'est qu'on peut réutiliser toute la puissance des architectures Transformer et les entraîner sur des quantités de données gigantesques. Et tout ça, ça nous ramène à une question de fond, une question essentielle pour l'avenir. À mesure que l'on confie à des IA des décisions de plus en plus cruciales, que ce soit en médecine ou en finance, comment s'assure-t-on que leur définition mathématique de la rationalité et du choix optimal correspond bien à la nôtre, avec toutes nos nuances et nos valeurs? Aligner ces deux visions de la rationalité, c'est sans doute le plus grand défi qui nous attend.